Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 7 mai. À la une, les acteurs politiques de nouveau autour de la table de négociation. 3 points sont à l'ordre du jour. Les contentieux électoraux, l'audit du fichier et la refondation de la CENI. Bientôt, la journée du paysan prévue en Zérekoré. L'événement s'annonce comme un rendez-vous d'échange entre le président de la République et les producteurs sur les différents problèmes liés au monde paysan. Enfin, nous irons à Bofa où le sanctuaire marial connaît une lenteur dans les travaux de construction financés par le budget national. Ce lieu de culte retient aujourd'hui l'attention des fidèles chrétiens qui lancent un cri de cœur pour son achèvement. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, ce décret du président de la République. Décret dès 2018-059 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Gaussou Touré, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République fédérale du Nigeria et représentant permanent de la Guinée auprès de la CEDEAO, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Éthiopie et représentant permanent de la Guinée auprès de l'Union africaine avec résidence à Addis Abeba. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry, 7 mai 2018, professeur Alpha Condé. Direction la primature où le Premier ministre a reçu en audience ce lundi le vice-président de la Sierra Leone. Principal sujet évoqué, l'arrivée demain mardi à Conakry du nouveau président élu de la Sierra Leone. Compte rendu d'audience, Hadi Kamara. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la fraternité entre la Guinée et la Sierra Leone. Surtout ce pays est notre voisin le plus proche à partir de Forokaria. Ici, le vice-président léonais, Dr Mohamed Djouli Diallo, vient alors rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Yula pour les dispositions à prendre concernant l'investiture du président Julius Maada Bio, récemment élu en Sierra Leone. Je suis envoyé par le président de la République de Sierra Leone pour porter un message spécial au président, son Excellence professeur Alpha Condé. D'abord, un message personnel pour inviter son Excellence professeur Alpha Condé comme invité personnel à l'investiture samedi 12 mai. Et deuxième chose aussi, pour finaliser l'arrangement pour que le président de la Sierra Leone vienne ici demain. Ça montre à quel point la Sierra Leone tient beaucoup à la relation guinéenne-sierra-léonaise. Le président m'a envoyé ici spécialement pour transmettre ce genre de messages. Et Inch'Allah, demain il sera là. Le Premier ministre Mamadi Yula s'est dit satisfait de cette marque de confiance et de solidarité. C'est ainsi qu'il a rappelé que le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de toutes les activités entreprises par la Sierra Leone en Guinée. Justement, à propos de l'arrivée du président de la Sierra Leone en Guinée demain, voici ce communiqué de la présidence. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de la Sierra Leone, son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, effectuera demain mardi 8 mai 2018 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante,
Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur le directeur national des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, Messieurs les directeurs généraux de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Politique à présent, les acteurs politiques se sont de nouveau retrouvés ce matin dans le cadre du suivi de l'accord politique. 3 points étaient à l'ordre du jour, notamment les contentieux électoraux, l'audit du fichier et la refondation de la CENI. Explication, Mohamed Lamine Camara. Les discussions de cette 23e session du comité de suivi de l'accord politique portent sur 3 points. Les contentieux électoraux, l'audit du fichier électoral et la réforme de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sur les contentieux électoraux, l'installation des nouveaux conseils exécutifs communaux est devenue une préoccupation partagée. Les risques de paralysie dans les collectivités locales sont de plus en plus évoqués. Nous sommes dans l'obligation morale, politique, sociale, et c'est ce que j'ai dit à messieurs les représentants des partis politiques, vous êtes tous des élus du peuple. J'ai la chance qu'autour de la table du dialogue, nous avons rien que des honorables députés, et d'ailleurs, 2 ou 3 d'entre eux sont des présidents de groupes parlementaires. Ayez donc une idée nationaliste vers ceux-là qui vous ont élus, pour que cette attente puisse prendre fin et que nous puissions aller au développement normal de nos collectivités. Sur l'audit du fichier électoral et la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, les groupes parlementaires au sein du comité de suivi se sont accordés à examiner ensemble le projet au niveau de l'Assemblée nationale. On a déjà constitué une commission tripartite entre les 3 groupes parlementaires. Nous avons déjà produit et échangé des moutures de ce qui pourrait être la loi sur la CENI, l'amendement de la loi 016. Ensuite, pour ce qui concerne l'audit du fichier, la même commission va d'abord recevoir la CENI pour voir techniquement qu'est-ce qui doit être fait au niveau de la révision et au niveau de l'audit du fichier. Ceci dit, pour ce qui concerne le contentieux, depuis plus d'1 mois que nous sommes là, nous avons examiné ce problème dans tous les aspects. Nous, à la mouvance, nous nous sommes dit, nous ne devons prendre aucune solution qui ira dans le sens de l'affaiblissement, de la consolidation de notre jeune démocratie. Quand on a installé des institutions républicaines, il faut apprendre à les respecter. C'est ça la démocratie. La position de l'UFDG, c'était qu'on nous restitue la voie des urnes, qu'on examine nos griefs et que sur cette base, après avoir mis en évidence la sincérité de nos réclamations, qu'on nous restitue cela. L'UFR défendait à ce que le statu quo soit là, pour eux une façon de respecter la loi, et la mouvance défendait que les élections soient partiellement reprises. Donc on avait des positions contradictoires qui ne se retrouvaient pas, et nous avions souhaité que cette commission soit élargie aux partenaires de la communauté internationale qui, à la réunion du jeudi passé, nous ont fait des propositions pour la résolution en tout cas de ce contentieux-là, en mettant en avant la nécessité de mettre enfin en tout cas les exécutifs communaux pour amorcer le développement des collectivités locales, mais également la nécessité de se tourner vers des questions essentielles que sont la votation de la loi sur la CENI, mais également d'examiner la question de l'audit du fichier électoral. Vous savez que les mandats des députés vont expirer bientôt et il faut organiser les élections. Ces acteurs politiques sont déterminés à surmonter dans la sérénité les malentendus du moment pour s'accorder sur l'essentiel. Et puis, suite aux incidents malheureux survenus à Kourémalé, la frontière entre la Guinée et le Mali, côté Sigiri, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation apporte ici des précisions sur les affrontements entre les riverains de cette localité. Le général Bouraïma Kondé est au micro de Mohamed Lamine Camara. Hier,
c'est un couple de jeunes mariés qui se fait accompagner par près de 300 personnes dans l'ivresse du cortège de mariage, comme vous en savez souvent, qui viennent, non seulement le Mali ne se fait plus, mais il faut venir se promener aussi en territoire guinéen. Mais la barrière est là, on ne franchit pas comme ça une barrière, même si vos pieds peuvent se poser les uns sur les autres. Donc, ils ont exigé que les gendarmes guinéens lèvent la barrière et qu'eux, ils puissent y entrer. Aller faire le tour dans Kouré-Malé-Guinée, ce n'est pas normal. Quand vous franchissez une frontière, et cela c'est partout au monde, il y a quand même de petites règles qu'il faut observer. Il faut faire patte blanche quand on franchit une frontière. Et lorsque il s'agit de ce que nous connaissons actuellement dans la sous-région, où les gens peuvent utiliser tous les subterfuges, n'est-ce pas, pour commettre ce qu'ils veulent commettre. Je ne les accuse pas d'avoir voulu commettre quelque chose, mais en la matière, prudence et mère de sûreté. Quand les gendarmes ont refusé de lever la barrière, mais les 300 personnes qui étaient là au plus se sont mis à ramasser des cailloux, à lapider du côté guinéen, à caillasser des véhicules. Et tout de suite, les gendarmes maliens de l'autre côté de la barrière aussi se sont mis à tirer en l'air. Nous avons eu, je le répète, nous avons eu la sagesse d'instruire à nos forces de défense et de sécurité qui sont à Kouré-Malé de ne pas donner un seul coup de feu. Un seul. Et c'est ce qui a été observé. J'ai appelé Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali aussitôt, qui fut mon homologue quand il était ministre de l'administration du territoire, le ministre Hubert Kéman Koulibaly, que vous avez vu certainement avec moi le long de la frontière guinéo-malienne, quand il y a eu les problèmes de Kantedou Balandougou dans la préfecture de Mandiana. Nous l'avons appelé et nous lui avons dit voilà ce qui se passe. J'avoue que la réponse de monsieur le ministre m'a consolé. Il m'a dit, mon frère, on est informé, c'est une bavure de nos compatriotes, nous avons pris des dispositions pour que cela ne se répète plus. Et il m'a dit, nos forces spéciales sont même en route pour les interpellations. Et j'en ai rendu compte à qui de droit. Voilà ce qui s'est passé à Kouré-Malé. J'ai eu un peu tard dans la soirée un compte rendu, mais qui était plutôt médical pour dire que les jets de pierre et autres ont fait au moins une cinquantaine de blessés. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à Kouré-Malé. Comment lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent? La question est au cœur d'une réunion sous-régionale, ici même à Conakry, 7e du genre. La rencontre va se pencher sur les causes réelles de l'endoctrinement radical des jeunes et les solutions à y apporter. Les imams, les prêcheurs et les représentants de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part aux travaux de Conakry. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. Le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme violent. 3 fléaux qui instrumentalisent les jeunes et menacent la paix et la stabilité dans de nombreux États du monde, dont les pays africains en particulier. Dans la région ouest africaine, la question est au centre des préoccupations du moment. Cette rencontre sous-régionale de Conakry, qui regroupe les pays du Sahel, élargie à la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée, vise à proposer des solutions alternatives liées aux défis sécuritaires dans nos États. Au regard de la qualité des participants ici présents, mesdames et messieurs, j'ose espérer que nos échanges apporteront plus de lumière sur le rôle de l'islam en tant que vecteur de paix, de convivialité, de valeurs humaines, permettant aux populations de vivre dans la coexistence pacifique et l'acceptation de l'autre. 7e du genre, la présente assise regroupe des oulémas, prêcheurs et imams. Avec l'unité de fusion et de liaison, organe de coordination des actions de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, les participants sont unanimes sur le renforcement de la sensibilisation autour des valeurs et principes de l'islam dans le but de minimiser la propagande djihadiste. Pour agir, il faut faire un travail sur la logique de transmission des valeurs, consolider les préceptes et les enseignements concernant la bonne conduite, occuper les espaces dans les mosquées, dans les écoles et surtout dans les cyberespaces pour déployer un contre-discours radical, indispensable à la prévention du phénomène de radicalisation. Penser à un moyen de faire vivre la mixité et le vivre ensemble dans le bon sens et promouvoir ainsi les valeurs de paix et de tolérance. Travailler sur la refonte
du système éducatif et de l'enseignement. Les autorités sécuritaires guinéennes qui prennent part aux travaux insistent sur l'aspect prévention dans la lutte. Nous sommes confrontés à cet extrémisme violent et je pense que les oulémas, les chefs religieux sont les vecteurs nécessaires pour transmettre le message, pour sensibiliser cette population, surtout cette cible vulnérable qu'est la jeunesse. Selon les statistiques du Centre africain d'études sur le terrorisme, 50 à 60 000 combattants terroristes, en majorité des jeunes, ont été recrutés par les extrémistes dans une centaine de pays ces 3 dernières années. Autre fait d'actualité, la promotion des cultures d'exportation en faveur de l'employabilité des jeunes et la lutte contre la pauvreté en milieu rural, 2 thèmes qui seront au cœur des échanges entre le président et les producteurs lors de la journée du paysan à Zéro-Corée. C'est également le lieu d'évaluer le pacte scellé depuis 7 ans entre le chef de l'État et le monde paysan. Fodé Camara, Mohamed Aïcha Silla. Pourquoi je dis un pacte? Un contrat a seulement un élément matériel. Un pacte à la fois un élément matériel et moral. Ça veut dire que si nous partons d'ici en ayant un pacte, vous êtes dans l'obligation matérielle et morale de respecter ce pacte comme nous avons l'obligation morale et matérielle. La promesse du président de la République date de 2011. C'était au cas de Bellevue de Conakry. Et depuis, un pacte est scellé avec les paysans. 7 ans après, les résultats sont palpables. Un programme prioritaire d'appui du secteur agricole est institué. Pour la campagne agricole 2017-2018, une convention est signée avec l'Office chérifien des phosphates pour la carte de fertilité des sols de Guinée et la livraison de 100 000 tonnes de fertilisants pour booster les rendements du riz et des cultures d'exportation comme l'ananas, un produit phare de la capitale des agrumes. Aujourd'hui, vraiment, merci parce que engrais fruités sont là d'abord, maintenant là, j'ai déjà regardé à la magasin, il y a potasse, il y a de ammoniac, il y a de l'humide, il y a de superphosphate. Ça c'est engrais de planteur. On a eu des intrants. Quand je dis intrants, ça résume tout. Engrais, semences améliorées de bonne qualité, produits phyto, etc. Ça, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, personne ne peut nier cela. On est gâté par rapport à l'approvisionnement en intrants. C'est un acquis. Un autre acquis, c'est que nous sommes accompagnés dans certaines cultures pérennes pour que le pays puisse avoir des ressources financières de la devise. L'anacarde qu'on est en train de produire partout dans le pays, ça c'est des produits phares aujourd'hui pour le pays. L'une des attentes du rendez-vous de Zéro-Corée est d'évaluer le pacte de 2011 et rappeler les grands enjeux économiques de la promotion des cultures agro-industrielles, sans oublier les défis d'agrobusiness marqués par les difficultés liées à l'emballage des produits agricoles et l'accès au financement des institutions bancaires. L'espace sera aussi opportun à Zéro-Corée pour nous permettre aussi d'échanger entre nous, d'abord entre producteurs, mais aussi avec les services techniques, parce qu'ils sont en train de nous accompagner, mais leur rôle est méconnu. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, que nous allons chercher ailleurs alors que nous les avons à proximité. Dans ce cas, ce sera l'occasion. En ce qui concerne le foncier et le financement, nous avons aussi des besoins. Et là, ce sera l'occasion pour nous de solliciter des services, un accompagnement pour que nous puissions avoir un meilleur accès au financement et la protection des domaines agricoles. À Zéro-Corée, plus de 300 acteurs du développement rural et leur organisation fêtière des 8 régions administratives auront des séances d'échange directs avec le président de la République pour rappeler les acquis et défis, mais aussi esquisser de nouvelles perspectives. De type traditionnel et peu ouverte à l'exportation et à la fertilisation des sols, l'agriculture guinéenne se modernise progressivement. L'objectif du chef de l'État est d'accroître les rendements dans le secteur en vue de garantir l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Un mot de religion à présent, les lampions se sont éteints hier dimanche sous le pèlerinage national chrétien de Bofa. Cette année, ce rendez-vous religieux a été marqué par une forte mobilisation de fidèles chrétiens. L'événement s'est déroulé autour du thème « Soyons témoins de Jésus en acte et en vérité ». Bernard Tanguino est témoin de ce pèlerinage.
Bofa 2018, c'est le record de la mobilisation depuis le début du pèlerinage, il y a 55 ans. Plus de 25 000 fidèles chrétiens venus de toutes les paroisses du pays ont pris part à cet annuel rendez-vous religieux. Ça me plaît toujours de venir et vraiment de prier dans les différents endroits historiques. En tout cas, c'est le pèlerinage qui nous permet d'avoir plus de temps de prière parce que dans nos activités, c'est très difficile d'avoir des longs temps comme ça pour prier. En tout cas, moi, je suis très contente de venir au pèlerinage chaque année. J'ai formulé comme prière, n'est-ce pas, d'avoir longue vie. Ensuite, l'agrément de mes projets pour que mes projets fruissent. La messe de clôture est concélébrée par les 4 évêques du pays, entourés de 197 prêtres et de nombreuses religieuses. Dans son homélie, l'archevêque met l'accent sur la consolidation de la paix et l'unité des Guinéens. En ce jour de la clôture de notre pèlerinage Bofa 2018, prions encore aujourd'hui pour notre Église, l'Église famille de Dieu qui est en Guinée, pour que tous ses fils et toutes ses filles travaillent, comme dit Saint Paul, pour joindre à leur piété la fraternité et à leur fraternité l'amour. Prions aussi pour notre pays, pour que Dieu soutienne les immenses efforts qui sont déployés par les uns et les autres, comme par le président et le gouvernement, dans nos villes et nos campagnes. Autrefois diocésain, le pèlerinage de Bofa est devenu un rendez-vous national qui attire aussi des laïcs au-delà des frontières guinéennes. Restons dans la ville sainte de Bofa pour faire l'état des lieux de son sanctuaire marial. En construction depuis 2012, grâce à un financement du gouvernement, cet édifice religieux peine encore à sortir totalement de la terre. Aujourd'hui, les fidèles chrétiens lancent un cri de cœur pour son achèvement. Marie-Angélique Bangora nous fait le constat. En Guinée, Bofa est l'un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés par les fidèles chrétiens. Avant 2012, cet espace de pèlerinage n'était pas construit. Il abritait seulement les lieux de prière comme la grotte, la statue de Saint-Joseph, la croix glorieuse et l'église. Mais à travers le financement du gouvernement à hauteur de 20 milliards de francs guinéens, les travaux de construction du sanctuaire pour 25 000 places ont débuté depuis la pose de la première pierre en 2012. Cette année, à cause du retard accusé dans l'évolution des travaux, les prêtres n'ont pas bénéficié d'un autel digne du nom pour les célébrations eucharistiques. L'inquiétude de Monseigneur l'archevêque de Conakry, c'est que ce projet a pris beaucoup de retard. Et les délais requis n'ont pas été respectés. Et surtout encore, vous voyez, les conditions dans lesquelles nous avons prié, surtout l'autel. L'hôtel devait être prêt au mois fin avril. Ce qu'il n'a pas pu faire, l'ingénieur, mais ils ont coulé. Et malgré cela, les instructions qui ont été données n'ont pas été, disons, respectées. Alors il fallait passer par le plan B pour que vraiment ce pèlerinage-là ait lieu. Parmi ces milliers de pèlerins, les représentants du gouvernement, ils promettent de s'impliquer dans l'achèvement de ce lieu de prière en souffrance. Le chef de l'État, il faut le noter, a accordé un montant très important pour ces infrastructures. Et comme l'archevêque l'a souligné, jusqu'à présent, il y a un retard dans la réalisation. Il va falloir que l'État évalue les travaux et cherche à voir qu'est-ce qui reste à faire. Mais ce que nous demandons vraiment, c'est l'implication personnelle du chef de l'État, comme l'archevêque l'a dit, pour que vraiment nous puissions avoir un sanctuaire digne de nom, comme le professeur Alpha Condé l'avait voulu au départ. Il y a de cela 3 ans, on priait sur les troncs de palmiers et les manguiers qui tombaient un peu partout. Aujourd'hui, regardez, c'est une très grande œuvre qu'il faut continuer, qu'il faut finaliser. La construction du sanctuaire marial de Bofa est sous la gestion de la Direction générale des grands projets. Lutte contre la corruption vers la mise en place d'un bureau de vérificateurs de la République. C'est du moins le souhait exprimé par les conférenciers d'une rencontre sur le sujet. Axée sur l'impact de la corruption, cette rencontre vise à trouver les mécanismes devant éradiquer ce fléau sous toutes ses formes. Reportage signé Alga Simba.
La corruption, un fait de société difficile à cerner. Pourtant, ses effets corrosifs sur l'économie poussent à réagir. Pour la première fois, des jeunes posent le débat sur l'impact de la corruption en Guinée. Les cadres des régies financières publiques, membres du gouvernement et représentants de la société civile discutent ouvertement pour freiner les pratiques de corruption dans le pays. Sont aspirés à la corruption, la soustraction ou la tentative de soustraction de fonds publics ou privés, la destruction ou la tentative de destruction des taxes, des titres ou tout autre projet auquel les auteurs sont accès en raison de leur fonction. Est-ce qu'en Guinée, notre pays, on est prêt à lutter contre ces mauvaises pratiques? Ce consensus, il faut l'exprimer sous la forme d'une volonté politique claire. Et je crois, de ce côté, avec les initiatives qui ont été rappelées ici, dont la dernière et non des moindres est cette loi anticorruption qui a été introduite par le gouvernement et votée par notre Assemblée nationale et qui est aujourd'hui en vigueur. Avec le PN2ES, la Guinée fait de la promotion de la bonne gouvernance le pilier fondamental de son développement économique. La société civile est aujourd'hui rassurée de la volonté politique exprimée pour changer de comportement dans la gestion du bien public. Ce qui me fait plaisir, parce que ces 518 sont tous des jeunes cadres de l'administration, parfois qui sont partagés entre l'intégrité et la corruption. S'ils décident de s'attaquer à cette problématique, nous, acteurs de la société civile, on est très contents. Pour les conférenciers, l'une des mesures et institutions phares qu'il faut mettre désormais en place est le bureau du vérificateur de la République, un organisme spécialisé qui va renforcer le dispositif institutionnel du pays dans la lutte contre la corruption. On en vient maintenant au Parlement des enfants de Guinée qui s'engage dans la lutte contre les mariages précoces. Ces enfants sont décidés à prendre leur destin en main en se révoltant contre certaines pratiques néfastes dont ils sont souvent victimes. Pour joindre la parole à l'acte, ils ont réussi à annuler le projet de mariage d'une fille de 14 ans contrainte par ses parents. Younoussa Tawel Kamara nous relate l'histoire. Elle ne recule devant rien. Depuis 2 semaines, ces jeunes filles mobilisent les services de répression publique contre un cas de mariage de jeunes filles mineures. L'âge de la victime de cette pratique répréhensible se situe entre 13 et 14 ans. Elle avait été donnée en mariage à l'un de ses cousins. La cérémonie religieuse a été organisée dans un quartier de la haute banlieue de Conakry. Depuis, ces jeunes filles ont tout abandonné pour dénoncer ce mariage. On s'est fixé un objectif, c'est promouvoir l'émancipation de la couche féminine. Et déjà, le mariage précoce, on va dire, est un volet assez spécifique qui freine le développement de la couche féminine. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette lutte. Et heureusement que, voilà, avec notre mobilisation, notre engagement, on arrive à traiter des cas, on arrive à mettre les parents qui ne veulent pas obéir à la loi derrière, on va dire, avec la justice pour qu'on puisse mettre fin à cette pratique. C'était le samedi passé que nous avions reçu la visite effectivement du Parlement des enfants et à l'effet de les prêter main forte pour interrompre un mariage qui était en cours d'être célébré vers Koza. Donc après qu'elle se soit présentée à nous, le service est mis à leur disposition et une équipe a été préparée pour se rendre sur les lieux. Le même Parlement est venu déposer plainte, n'est-ce pas, à notre service ici, contre les parents de cette fille qui serait contrainte à être mariée à un monsieur qui se trouverait à l'extérieur. La jeune mariée est une collégienne qui veut poursuivre ses études. Dans les locaux du commissariat de police de Ratouma, elle accuse ses parents de l'avoir contraint à se marier maintenant. Je suis là pour mariage forcé. C'est mes parents même que j'ai entendu parler. Ils m'ont dit que je vais me marier avec ce garçon. J'ai été forcée. J'allais attendre jusqu'à je vais finir mes études. La fille a 14 ans. Je pense bien elle est à l'âge de se marier. Son mari n'est pas là.
Mais par l'effet de la session, quand ils sont parlés, ils sont convenus du mariage. C'est pourquoi ils ont fait la réception. Et le mariage ne devrait pas être ici. On s'est convenu que le mariage soit au village. En attendant, les parents de la fille sont à la disposition de la justice pour mariage précoce. Une victoire pour le club des jeunes filles leaders. À présent, les infos de la Guinée en bref nous parlent de la révision du programme de l'enseignement du franco-arabe et le perfectionnement du personnel de la filière. Nous vous ferons également écho de l'incendie survenu à Sonfoni-Akas et enfin d'autres éléments viendront compléter ce résumé de Guinée Actu commenté par Aboubakar Junior Camara. À Sonfoni-Akas, une vingtaine de véhicules viennent de partir en fumée. L'incendie s'est produit le vendredi dernier dans les environs d'1h du matin. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais de dégâts matériels considérables. Pour le moment, l'origine de l'incendie reste inconnue. C'est la troisième fois en une année que Sonfoni-Akas enregistre de cas d'incendie. Le programme élargi de vaccination vient de bénéficier d'une nouvelle chambre froide de 40 mètres cubes pour le stockage des vaccins et de 5 véhicules 4x4 pour la supervision de ses activités sur le terrain. Le geste est de l'UNICEF sur financement de Gavi. Il vise à élargir la couverture vaccinale dans le pays. Chaque année, on revoit les besoins pour pouvoir faire en sorte que la couverture vaccinale, et notamment la couverture de routine, qui est vraiment très importante, puisse être de plus en plus efficace et couvrir de plus en plus d'enfants. Rehausser le niveau pédagogique du personnel de l'encadrement des enfants, réviser le programme d'enseignement de la langue arabe et adapter la formation aux besoins du marché d'emploi sont entre autres thématiques abordées au cours de cette rencontre d'échange entre les arabophones. C'est une initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ISESCO. Vous savez, le monde change et c'est très normal que nous changeons au niveau de l'enseignement. Et justement, la pédagogie, chaque jour, on découvre des meilleures. Raison pour laquelle l'organisation islamique a mis les points pour justement former des enseignants et des chefs pédagogiques, des directeurs et proviseurs et des responsables des différents acteurs de notre pédagogie qui est adoptée par tout le monde pour y renforcer leurs capacités et compétences dans le travail. Le roman Confession sous les tropiques vient d'être publié à Conakry par la maison d'édition L'Harmattan-Guinée. Il est l'œuvre de Kadiatou Kaba, enseignante en marketing. L'ouvrage dévoile quelques mots dont souffrent les femmes. C'est un livre qui parle des violences faites aux femmes, ça parle des femmes victimes de viols, ça parle également de la stigmatisation des albinos. Il faudrait comprendre que les albinos ne doivent pas être réduits à la mendicité. Ce sont des personnes comme vous et moi à qui on doit apporter beaucoup de considération. Demain 8 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge. Les volontaires guinéens sont déjà à l'œuvre dans les quartiers. Avec les citoyens, ils ont partagé les notions fondamentales du secours en cas de catastrophe, telles que les accidents de la circulation. Dans ce reportage de Habib Thiam, vous suivrez également le discours du président de la Croix-Rouge guinéenne. Inculquer les gestes qui sauvent, une pédagogie propre à la Croix-Rouge. Les volontaires en font la démonstration dans les quartiers. Principale cible de cette journée, les conducteurs de taxi-moto. Nous sommes dans la communauté, nous vivons avec la communauté pour pouvoir au moins les apporter ce qu'on dit ici, notre soutien psychosocial, notre soutien c'est le premier secours. Au-delà de simples passants, des hommes avertis ont donné de leur temps à cet exercice de simulation. Des volontaires de l'ombre, désormais prêts à agir pour le bien de l'humanité. À partir d'aujourd'hui, nous, tout problème de l'accident de circulation, on sait comment s'intéresser à la victime, comment l'immobiliser, comment le mettre en sécurité,
hors de danger. On a compris maintenant comment entretenir une personne qui est accidentée sans lui faire du mal avant d'arriver à l'hôpital. Cette action est le prélude de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle est célébrée le 8 mai de chaque année par cet organisme humanitaire qui a pour règle d'or le devoir d'impartialité. Cette année 2018, le thème retenu est partout pour tous un sourire. Par ce thème, les mouvements de la Croix-Rouge de Croissant-Rouge entendent continuer d'œuvrer au bien-être des populations affectées par les catastrophes et autres crises à travers ces actions. La Croix-Rouge intervient en tout temps et en tout lieu pour sauver des vies. Une action citoyenne nourrie par le volontariat. Les volontaires qui apportent de l'aide à une communauté affectée expriment à travers un sourire la satisfaction d'avoir accompli un geste noble. La Croix-Rouge guinéenne a besoin de vous tous pour être efficiente dans ses projets de résilience et de développement communautaire. Durant les 155 années d'existence du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la nature des conflits, des catastrophes, des crises sanitaires ou alimentaires a évolué, ce qui impose de nouveaux enjeux pour l'action humanitaire. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons vous donner le contenu de ce communiqué. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, en rapport avec le gouvernorat de la ville de Conakry, rappelle aux occupants du site de la décharge de Dar Salam ex-minière, que conformément au précédent communiqué, dont la dernière date du 30 avril 2018, et suite à de multiples sensibilisations des populations concernées, que le dit site doit être libre de toute occupation le 10 mai 2018, date butoir. Passé ce délai, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique et le gouvernorat de la ville de Conakry informent que les opérations de dégagement et de sécurisation des lieux auront effectivement lieu les jours qui suivent. Ils en appellent au civisme et à l'esprit de compréhension de chacun et de tous. Conakry, 7 mai 2018. Fini cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. À demain. Il y a seulement un peu plus de 2 ans que l'aménagement hydroélectrique de Soapiti a été lancé par le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Depuis, Guinéens et Chinois de CWE, sous l'œil vigilant de Tractebel, l'ingénieur conseil français, travaille sans répit pour construire un barrage de 450 MW sur le fleuve Concré, ici à Tondon, dans la préfecture de Dubrika. Au niveau des excavations, on est à 96%, c'est-à-dire que c'est le béton maintenant, c'est la levée du béton qui